Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à toutes sur un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir sur notre émission Ulysse Lubin. Salut Ulysse. Salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci à toi de répondre présent déjà à mon invitation. Et puis j'ai été ravi de pouvoir t'écouter sur le podcast de Caroline Millot sur Marketing Square, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de venir te lancer une perche et de t'accueillir ici aujourd'hui. Et j'étais très curieux de pouvoir en tout cas t'interviewer et en tout cas de connaître un petit peu plus qui était derrière Ulysse Lubin et de parler de ton mental, parce qu'apparemment on va pas s'ennuyer cette année et tu vas relever 100 challenges à travers le monde, donc et en dépassant tes barrières mentales comme toi tu le dis si justement sur ton LinkedIn. Donc du coup, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Alors, on est là. Ouais, écoute, avec plaisir. C'est en effet la quête qui m'anime, c'est de dépasser mes barrières mentales. Et en fait, j'ai déjà bien avancé, parce que j'en ai relevé déjà 43 dans 16 pays. Donc, je m'approche doucement de la mi-parcours, même si en fait, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça, parce que les challenges deviennent de plus en plus ambitieux. Donc, Ok, donc c'est un challenge avec des levels qui augmentent, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, au début, j'étais très centré sur l'apprentissage, le fait d'apprendre des choses, etc. Mais d'ailleurs, j'ai commencé pendant le confinement, donc tu vois, j'étais dans ma chambre et je mémorisais des 1000 décimales de pi, ou je faisais des trucs comme ça. Et maintenant, je suis beaucoup plus axé sur de l'aventure, sur aller vivre des expériences un peu folles. Là, je reviens d'une semaine de marche dans le Sahara, par exemple, en Mauritanie. Et puis là, la prochaine expérience, ça va être de traverser la Manche en paddle, puis traverser la Belgique en trottinette électrique, puis traverser l'Europe en stop. Donc ça commence à devenir des aventures à chaque fois, en fait, chaque challenge. Et du coup, c'est cool parce que ça permet d'aller se frotter à des peurs qui sont un peu plus grandes et d'aller dépasser, du coup, toutes ces barrières qui nous empêchent d'avancer, quoi. Du coup, j'ai lu sur un de tes derniers podcasts là, que du coup, pour vivre de tes aventures, t'avais, en gros, tu monétises à travers différentes actions, en tout cas, ce que tu vis au quotidien pour le partager avec les autres. Mais tu faisais quoi avant, exactement? Avant, j'ai une start-up, en fait. J'étais entrepreneur. Après mes études, j'ai fait une école d'ingénieur. Et une fois diplômé, j'ai direct lancé ma boîte. Ça a duré 2 ans et demi, au terme desquels on a décidé de mettre fin à l'entreprise. En gros, on n'a jamais réussi à trouver un modèle économique pérenne. Et après 2 ans et demi de lutte, on a préféré mettre fin à l'entreprise plutôt que de lever de l'argent pour survivre, etc. Et ensuite, je suis passé par une petite phase de voyage tout seul en sac à dos pour commencer à me poser des questions un peu sur qui je voulais devenir, parce que j'ai une sorte de petite crise identitaire là où tous mes potes étaient ingénieurs, moi j'étais entrepreneur de cette boîte et du jour au lendemain, j'étais plus rien et je me sentais pas ingénieur non plus parce que j'avais pas travaillé en tant que tel pendant les trois dernières années. Et donc voyage pendant 2 mois en sac à dos en Amérique latine et quand je suis revenu, en gros, j'ai commencé par faire un peu ma thérapie en publiant un article sur l'échec de ma startup et en fait d'un coup l'article a buzzé et j'ai eu beaucoup de sollicitations, plus de 45 propositions d'emploi, etc. Et donc j'ai fait un petit passage dans le salariat pendant 9 mois. J'avais aussi besoin de me remettre un petit peu à flot, on va dire, financièrement. Mais j'ai fait, cette erreur qui était d'adapter mon lifestyle à mon business, c'est-à-dire de venir sur Paris pour travailler dans cette boîte, etc. Et j'avais pas l'impression d'être à ma place, ni de faire quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour les autres.
Et donc, j'ai repris une introspection un peu structurée et ça m'a amené à cette conclusion qui était que je voulais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Et ça s'est transcrit après en ce projet qui était de relever 100 challenges à travers le monde et de documenter tout ce que j'apprends en chemin. Et de le partager du coup sur YouTube, mon blog et les réseaux sociaux. Ok, ben voilà, maintenant je sais d'où tu viens, donc ça m'éclaire un petit peu. Du coup, le podcast dans cette saison 2 commence toujours par, alors pas une petite introspection, mais un petit portrait chinois. Ouais. Et du coup, écoute, si t'es d'accord, on va se lancer déjà dans le portrait chinois et puis après on parlera de ton mental. Ok, vas-y, avec plaisir. Alors ta couleur préférée, Ulysse, c'est quoi? Oh, la question! C'est que je passe des heures à me poser des questions hyper profondes et je suis même pas capable de répondre à celle-là. Si, je vais dire le rouge parce que dans mon branding, tout est sort de rouge bordeaux. Tu vois, j'ai une casquette rouge, j'ai une gourde rouge, j'ai des t-shirts rouges, même mon masque est rouge. Donc, voilà, rouge bordeaux, on va dire. Ok. Si tu dois choisir un livre et un seul, lequel tu choisis? Probablement How to Live de Derek Sivers, parce que c'est un livre que je pourrais relire plusieurs fois. C'est un livre où Derek Sivers se pose la question de comment vivre, comment bien vivre. Et il propose 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre. Et donc le premier chapitre, ça commence par exemple par être indépendant. Being independent is the way to live, tu vois. Et donc il va pousser l'indépendance à l'extrême. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? Ça veut dire, par exemple sur les relations, ça veut dire soit tu as un partenaire différent tous les soirs, soit tu n'as pas de partenaire du tout, tu vois. C'est ça être indépendant. Pareil sur le business, pareil sur le lifestyle, etc., etc. Chapitre 2, commit, donc l'engagement, engage-toi, tu vois. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être engagé? Ça veut dire trouve une personne, marie-toi, fais des enfants, installe-toi, choisis un village, vis là pendant 20 ans, tu vois, engage-toi systématiquement dans tout, engage-toi dans ton travail, fais carrière dans la même boîte, etc., etc., etc. Et en fait, il y a 27 comme ça chapitres avec à chaque fois une philosophie de vie différente, avec à chaque fois où il va pousser à l'extrême la manière de vivre. Et à la fin, il y a une conclusion qui est très bizarre pour le coup. Et je vais pas la spoiler pour que les gens puissent la découvrir. C'est l'un de mes livres préférés, j'aime beaucoup. C'est écrit, c'est assez court et c'est très bien écrit. C'est que des aphorismes, tu vois. En fait, il a réduit tout au strict minimum. Je crois qu'il a divisé par 10 la taille de son livre après son premier jet, pour qu'il reste plus que l'essence même, tu vois. D'ailleurs, Derek Sivers, c'est un minimaliste convaincu comme moi. Et il a poussé ça même dans ses écrits, même dans son livre, etc. Donc c'est très agréable à lire. Bon, génial. J'irai le commander et le lire. Ça m'a donné envie. Ouais. Tu es un bon vendeur. Tu es un bon vendeur de livres. D'ailleurs, tu vois, il teste des trucs même sur sa distribution. Par exemple, ça le fait chier d'être sur Amazon, etc. Donc la seule manière d'acheter son livre, c'est sur son site. Et il a une philosophie particulière qui est que quand tu achètes un livre, tu achètes le contenu du livre, tu achètes pas le format du livre. Donc en fait, en achetant son livre, tu débloques tout le contenu, on va dire numérique, c'est-à-dire tu vas avoir le format PDF, tu vas avoir le format EPUB, tu vas avoir le format audio du livre, etc., etc. Et ensuite, tu peux payer, je crois, $4 supplémentaires pour qu'il t'envoie la version physique où tu vas juste payer l'impression. Et ça, tu peux en commander si tu veux en commander 10, tu vas repayer à chaque fois jusqu'à $1 pour avoir le format, quoi. Donc c'est un truc un peu particulier, un peu bizarre dans le monde des écrivains, mais ça montre un peu l'originalité de Derek Sivers, quoi. Non, mais c'est génial, intéressant en tout cas, très intéressant. Le moment de la journée que tu préfères? Bonne question. Je sais pas, je dirais peut-être la fin de matinée, c'est là où je suis le plus productif, où je fais le plus de choses. Généralement, moi, je publie le matin, tu vois, genre je me lève, je bois de l'eau, j'ouvre mon ordi, je vais dans mes notes, là-dedans j'ai plein de posts qui sont prêts, etc. Je publie sur LinkedIn, ensuite je vais sur mon drive, je récupère la vidéo que m'a envoyé mon monteur, je la publie sur TikTok, je la publie sur Instagram, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, après je dis ok, c'est bon, j'ai publié, je vais peut-être checker les commentaires à la première heure, tu vois. Donc généralement j'arrive en fin de matinée en mode ok, j'ai déjà publié, les trucs sont partis, j'ai déjà répondu à pas mal de commentaires. Et c'est là où je regagne un peu de ok, maintenant je fais quoi de ma journée, tu vois, et où il y a le champ des possibles qui s'ouvre parce que je sors un petit peu de cette routine et j'aime bien ce moment-là, ouais. Ok, donc en fait t'as une première partie de journée plus routine, deuxième partie plus créative, en fait où tu fais ce que t'as envie, quoi.
Ouais, c'est ça. Vraiment, ma petite routine, c'est le matin où je publie des choses et après, une fois que j'ai fini ça, je me dis, ok, c'est quoi mon objectif de la journée? Après, j'ai mon petit bullet journal aussi. C'est un petit journal dans lequel je note mes intentions de la journée, mes objectifs, etc. Et une fois que j'ai terminé ma petite routine, donc ça pareil, j'ai des indicateurs où je mets, ok, aujourd'hui, où est-ce que j'ai publié? Et après, j'ai 3, on va dire, focus de mes journées. C'est 1, avoir un moment sportif, tu vois, enfin, où je peux faire un peu de sport. 2, avoir un moment calme, où je peux méditer, etc. Et 3, avoir un moment de lecture aussi pour moi, etc. Plus mes indicateurs où il faut que je publie, tu vois. Ça, c'est un peu ma routine, on va dire l'aspect discipline de ce que je dois faire et de mon métier. Pour être présent sur les réseaux sociaux, pour avoir de la croissance, etc. Et voilà. Et du coup, ce petit journal m'aide à m'organiser. Et donc, quand j'ai terminé de publier, je reprends mon journal, je dis, ok, quelles étaient mes intentions de la journée? Ben, si j'ai de l'énergie en fin de matinée, je vais aller faire du sport, ou alors c'est le moment où je me dis, tiens, je vais peut-être organiser un déj avec quelqu'un. Ou ça dépend aussi où je suis dans le monde, tu vois, parce que j'ai une routine là, parce que je suis à Paris en ce moment et que je travaille sur des projets un peu annexes, mais quand je suis en challenge, quand je suis à droite à gauche, en Mauritanie, ou en Turquie, ou en Jordanie, mes journées sont tellement chaotiques, si tu veux, que c'est un peu le bordel. Chaque jour est différent, quoi. Ok, ça me va, ça me va. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Eh ben, un smartphone. Tu peux tout faire aujourd'hui avec un smartphone. Moi, mon business tient dans ma poche, quoi. Je peux filmer, donc je peux créer du contenu, je peux enregistrer, je peux prendre des photos, je peux appeler, faire des appels. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout mon business tiendrait dans mon smartphone, quoi. Je peux écrire. Bon, c'est évidemment plus pratique avec un ordi, mais... Et en fait, et ça montre aussi qu'on a plus d'excuses pour pas se lancer, tu vois. T'as un smartphone, bah, tu peux lancer une chaîne YouTube, tu peux lancer une chaîne TikTok, tu peux écrire des posts sur LinkedIn, en fait, t'as tout le matériel qu'il faut, quoi. Tu peux même faire un podcast si tu veux, tu mets tes écouteurs et c'est parti. Alors, t'auras pas un son de la meilleure qualité, mais en fait, ça montre à quel point on n'a plus d'excuses pour se lancer, tu vois. La barrière à l'entrée à l'entrepreneuriat, elle a jamais été aussi faible parce qu'on a juste besoin d'un smartphone et a priori, on en a quasiment tous, quoi. Du coup, tu nous conseilles quoi comme smartphone? Parce que finalement, après, tous n'ont pas la même qualité, donc pour pouvoir se lancer... Je sais pas, moi je suis nul. J'en sais rien. Celui qui rentre dans le budget, quoi. C'est pas important. C'est pas essentiel d'avoir le dernier iPhone. L'essentiel c'est d'avoir de quoi créer du contenu, quoi. Enfin, j'utilise le contenu parce que c'est ce que je connais, mais y a même pas que ça, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu maîtrises la distribution, c'est toujours plus simple après de vendre, tu vois. Même si tu montes une startup, même si t'écris du code ou quoi que ce soit. Mais moi, je vois trop de gens qui veulent se lancer, qui aimeraient créer du contenu, partager des idées et qui ne le font pas, quoi. Alors qu'eux, ils ont aucune excuse puisqu'ils ont un smartphone. Allez, à tous ceux qui nous écoutent et qui ont un smartphone, lancez-vous. Osez. Voilà. Si tu devais me donner une de tes qualités, juste une. Une de mes qualités, bonne question. Moi, je pense que ma plus grande qualité, c'est ma curiosité. Je pense que c'est un super pouvoir. Je pense que c'est vraiment pas un vilain défaut comme on nous l'a fait croire. Au contraire, c'est une jolie qualité. Et que quand t'as une curiosité, ça te permet de t'ouvrir à plein de choses, tu vois. Ça te permet d'être plus empathique, d'écouter plus les gens, parce que t'es curieux de savoir ce qui se passe dans leur tête, etc. Ça permet de t'ouvrir au monde aussi à travers le voyage, tu vois. C'est parce que je suis curieux que je voyage, c'est parce que j'aime voyager, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de m'affranchir un peu de mes préjugés, tu vois, d'élargir les œillères à travers lesquels j'observe le monde. Et ça me permet aussi de consommer du contenu, d'aller vers les autres, etc. Donc je pense que la curiosité, je pense, c'est la valeur fondamentale qui drive un peu toute ma vie, avec la liberté et l'authenticité. Mais je pense que la toute première, tout en haut, c'est probablement ça, ouais. Allez, une petite dernière pour la route. Si tu devais choisir un sport, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je crois que je dirais le freediving. C'est la plongée en apnée. Ça a été l'un de mes challenges, je crois, le numéro 38, si je dis pas de bêtises, où j'ai plongé à 30 mètres, puis même après à 35 mètres en apnée. Et j'ai fait ça en Turquie, à Kaş. En fait, c'est un heureux hasard. C'est-à-dire, j'étais dans ce petit village, et il se trouve que les championnats du monde de freediving ont eu lieu en même temps. Et du coup, j'ai vu le drapeau français, j'ai foncé, je l'ai rencontré. Et on est devenus potes, et après, je suis devenu ami avec Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde de freediving. Et avec qui je suis allé le voir à Tenerife. On a fait un stage de freediving ensemble. Moi, j'ai amené plein d'amis entrepreneurs pour leur faire découvrir
la discipline, quoi. Et c'était génial. Et pour moi, c'est le sport ultime pour apprendre à se connaître, parce que tu vas pas là où t'es pas censé aller. Ça illustre aussi à merveille l'idée d'élargir sa zone de confort versus sortir de sa zone de confort, qui pour moi est une connerie monumentale, tu vois. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas juste là où t'es pas censé aller, tu vas juste te décourager, tu vas abandonner, tu vas te sentir comme une merde. Alors que l'idée, c'est d'aller toujours à la limite. Et c'est là où tu rentres dans ce qu'on appelle la learning zone, donc la zone d'apprentissage. Et là, tu vas élargir progressivement ta zone de confort et tu vas être capable d'aller dans de plus en plus de choses, de disciplines, d'environnement et de sentir à l'aise. Et le freediving, c'est ça, tu vas pas à 40 mètres d'un coup, si tu veux. Tu vas progressivement à 10, 20, 30, puis après à 30, t'atteins ton volume résiduel au niveau de tes poumons, c'est-à-dire la pression est telle que le volume de tes poumons est divisé par 4. Et il peut pas être plus bas que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des changements physiologiques qui s'opèrent, par exemple avec le sang qui va se transférer de tes extrémités, donc de tes mains, de tes pieds, qui va remonter vers tes organes vitaux, et notamment qui va remplir toutes les cavités de tes poumons pour qu'ils deviennent incompressibles, si tu veux, pour pouvoir aller plus bas. Donc à partir de 30 mètres, tu dois progresser lentement, parce que si tu passes de 30 à 45, eh ben tu vas remonter, tu vas avoir des lésions au niveau des poumons, tu vois, parce que ton corps a pas eu le temps de s'habituer. Et pour moi, ce sport est incroyable pour déjà ça. Et deux, c'est le sport où il faut être absolument zen, faut apprendre à se relâcher. Et ça t'apprend à gérer le stress. Et tu vois, la panique, c'est l'ennemi de l'apnéiste. Si à 30 mètres, tu commences à paniquer, il faut que tu les remontes les 30 mètres derrière. En apnée, tu vois, t'as pas de bouteille, t'as rien du tout. Et donc, t'es vraiment avec toi-même et il faut que t'apprennes à te relâcher, à avoir confiance en toi aussi. Et c'est un sport fabuleux pour toutes ces raisons. Et moi, je conseille vraiment à tous les gens qui ont l'opportunité d'essayer de s'y mettre. En tout cas, moi, j'ai fait tester à pas mal de potes. Et ça a, pour tous, je pense, été un beau voyage. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On connaît un petit peu plus tes goûts, tes couleurs. On connaît un petit peu plus. On va parler un petit peu de ton parcours. Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? Comment ça, il m'inspire quoi? Bah, déjà, si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu regardes dans le rétro, où t'en es aujourd'hui par rapport à tout ce que t'as accompli, quoi? Eh ben, si je devais mourir demain, ça me ferait chier, parce que j'ai pas encore accompli tout ce que je voulais. D'un point de vue identitaire, moi j'ai envie d'être un explorateur, j'ai envie d'être reconnu pour ça. J'ai envie de dépasser toutes mes barrières mentales, j'en ai encore beaucoup. J'ai envie d'apprendre à me connaître, je me connais pas encore tout à fait. Il y a encore plein de grandes questions auxquelles je suis pas capable de répondre. Par exemple, où est-ce que je veux vivre, avec qui, comment est-ce que je veux utiliser mon temps, tu vois. Et j'ai envie de laisser une trace un peu plus marquée de ce que j'ai pu vivre, tu vois, d'écrire des livres, etc. Donc j'ai un premier projet de livre qui arrivera en 2023, sur le sujet des barrières mentales d'ailleurs. Et pour l'instant, je pense que je suis en bonne voie, je suis fier de m'être lancé. Je suis fier déjà du parcours, parce que 43 challenges dans 16 pays, il faut aller les relever quand même, tu vois. Et puis il y a des trucs un peu, voilà, tu vois, faut aller survivre une semaine dans la jungle au Costa Rica, ou déchiffrer une stèle Maya, ou enfin. Mais je suis pas encore, voilà, j'ai pas atteint ma quête, si tu veux. Ma quête, c'est de relever 100 challenges à travers le monde et de dépasser mes barrières mentales, et ça, j'ai pas terminé. Et donc j'aimerais, je pense que je serais vraiment fier le jour où j'aurais accompli cette quête-là, et après on verra qu'est-ce que je peux faire d'encore plus fou, mais pour l'instant j'en suis là et je suis en plein dans ma phase de développement personnel en fait, tu vois. Essayer de devenir une meilleure personne et voilà, je suis au milieu en fait, tu vois. Je suis au milieu, mais je suis très fier d'avoir démarré et de m'être émancipé des modèles préconçus et d'aider déjà pas mal de gens à le faire aussi, tu vois, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent en disant ouais, je me suis barré de mon job qui me rendait malheureux et je suis parti faire ça, etc. Et ça, c'est cool. Ah bah ouais, à partir du moment où tu peux inspirer des gens à franchir un pas, c'est quand même fort, quoi. C'est quand même, parce que parfois il faut pas grand chose, hein. Souvent une personne inspirante, une rencontre, ça peut faire basculer un destin, hein. Exactement, ouais. C'est des petits éléments déclencheurs qui viennent se mettre sur ton chemin au fur et à mesure, quoi. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, du coup, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Bah tu sais, le sujet des barrières mentales, c'est ça, hein. Une barrière mentale, c'est une croyance limitante, c'est croire que c'est pas possible pour tout un tas de raisons, c'est s'inventer des excuses. Dépasser ces barrières mentales, c'est rendre possible l'impossible, c'est se regarder droit dans les yeux, de se dire ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce que le courage, c'est pas d'aller affronter tous les dangers, la fleur au fusil, quoi. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même.
Et pour moi, c'est ça, rendre possible l'impossible. C'est regarder ces peurs droit dans les yeux et décider de les rationaliser, de s'exposer, puis de les dépasser. Et ouais, moi c'est une phrase qui me touche parce que c'est très lié au message que j'ai envie de faire passer, tu vois. Et je vois tellement de gens qui se trouvent des excuses et des croyances limitantes et qui s'empêchent de se lancer pour un tas de raisons, mais qui sont légitimes parce que ce sont des peurs qui sont ancrées là depuis longtemps, tu vois, et qui ont été posées là par les parents, par la société, par les profs, etc. Et c'est facile de dire ça quand t'as pas de contraintes, etc. Mais quand tu veux te lancer, bah t'as peur de manquer d'argent, t'as peur de manquer de compétences, t'as peur de te planter, t'as peur du jugement des autres, tu vois. Et tout ça, faut aller travailler toutes ces peurs-là. Et quand tu le fais, tu te rends compte que la plupart des choses sont possibles. Et d'ailleurs, quand quelqu'un te dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites, tu vois. Comme quand quelqu'un te dit que c'est dangereux, il parle de ses propres insécurités. Ouais, c'est souvent ça en fait. Hein. Il se sert de toi comme un miroir finalement. Exactement. Alors, si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment ce mot mental? Bah, c'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu y mets toi derrière? Moi, j'y mets, je pense, ma force intérieure, on va dire. De toute façon, t'as le corps et t'as l'esprit, quoi. Moi, je pense que dissocier le corps et l'esprit, c'est un peu une erreur. C'est un peu faire le yin et le yang séparés, alors que les deux doivent être ensemble. Pour moi, le mental va avec le corps. Je pense que c'est quelque chose qui t'aide à avancer. Une phrase de Mike Horn que j'aime bien, je sais plus, où il dit quand mon corps en peut plus, en fait, je peux faire le double, quoi, tu vois. Parce que mon mental prend le relais et ça part. Donc ouais, pour moi, le mental, c'est cette force intérieure qui te permet de te dépasser quand ton corps veut plus, tu vois. Ou quand tes peurs te retiennent, ou quand t'es bloqué, quoi. Je sais pas, c'est quoi ta définition du mental, toi? J'ai pas de. En fait, à force d'en écouter des définitions, finalement, moi, je me suis pas. Comment dire, il y a la définition classique qu'on pourrait trouver dans les livres, mais quelque part, moi, en allant à la rencontre de tous les invités que j'ai eus, finalement, à chaque fois, comment dire, ils vont déformer ma propre définition, puisque finalement, il me faut rentrer dans leurs univers, mais finalement, je te rejoins sur le fait que le corps et l'esprit sont liés, que finalement c'est important de pas les dissocier. Ça c'est pour moi en tout cas c'est quelque chose où je suis en complet accord avec toi. Et après le mental, c'est tout ce qui va se passer un peu dans notre tête, mais qui est très souvent configuré déjà au départ par notre éducation et qui du coup vient aussi comment dire en programmation linguistique en fait vient finalement nous cartographier les choses, alors que finalement on va dire l'éventail des possibles est très très grand, quoi. Mais voilà, à partir du moment où finalement notre cerveau, qu'on pourrait peut-être associer comme une carte, je sais pas, la carte d'un ordi, quoi, si on se limite à comment dire, à une capacité trop faible, finalement on peut y rentrer dedans, quoi. Mais on va dire que peut-être qu'on peut rajouter systématiquement à chaque fois des petites données, des cartographies différentes qui nous permettent d'avoir un ordinateur un peu plus élargi, quoi. Ok. Voilà. Après, le mental, pour moi, chacun en a un différent. Chacun vient d'horizons différentes, vient de familles différentes. Tu peux venir d'un pays différent aussi, ça peut y jouer. Et finalement, l'éducation qu'on a par nos parents, mais aussi l'éducation qu'on peut aussi recevoir à l'école aussi, qui est hyper importante, peut venir tout changer, en fait. Ouais, c'est de là, enfin, tu mets le doigt sur ce que j'avais identifié aussi sur les sources des différentes barrières mentales, quoi. Tes barrières mentales te viennent de tes profs, de tes amis, de tes parents, de plein de choses, quoi. Bon, moi, j'ai peur des chiens parce que ma mère a peur des chiens, tu vois. Et dès qu'elle passait à côté d'un chien, quand on était petit, elle hurlait, et du coup, maintenant, j'ai cette peur qui est ancrée en moi et qui me demande beaucoup d'efforts quand je marche dans un pays et que je vois un chien errant, etc., et que je suis tout seul, pour pouvoir passer à côté en étant tranquille, tu vois. Et après, j'ai appris à traiter mes peurs, etc. Donc, mais clairement, ouais.
Ouais, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette introspection là, comme tu l'as fait, pour venir peut-être à upgrader son logiciel, quoi. C'est-à-dire, pourquoi j'ai peur, pourquoi ça me fait peur. Enfin voilà, de manière à travailler dessus, quoi, et de pouvoir évoluer, quoi. Parce que finalement, on a des ancrages qu'on peut dire inconscients qui sont établis, mais finalement on s'en rend même pas compte, quoi. Donc c'est important de travailler dessus comme tu l'as fait, quoi. Ouais, bah en fait c'est la première étape, c'est-à-dire pour dépasser tes peurs, la première étape c'est de l'identifier, et ça c'est de l'introspection, c'est apprendre à se connaître, c'est de savoir comprendre pourquoi est-ce que j'ai peur, et la deuxième c'est de la rationaliser, c'est se dire est-ce que cette peur a lieu d'être, tu vois, ou est-ce que c'est une peur qui est rationnelle, émotionnelle. Ensuite c'est de s'exposer progressivement, c'est l'idée d'élargir sa zone de confort, tu vois, et d'aller repousser progressivement notre environnement safe en fait dans lequel on se sent bien. Et c'est comme ça qu'après on peut dépasser ses peurs, je pense, selon moi. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi comme toi. Est-ce que alors qu'est-ce que tu pratiques comme, je sais pas, est-ce que tu as des exercices, des rituels, des personnels en fait que tu utilises toi pour travailler ton mental? Pour travailler mon mental, je sais pas. Je fais quand même pas mal de méditation, de visualisation. Après, j'ai un petit rituel au quotidien aussi où j'ai un journal. J'ai un bullet journal dans lequel je vais fixer mes intentions de la journée, etc. Je vais noter tout ce que je vais faire, les gens que je vais voir. Je suis un certain nombre d'indicateurs. Est-ce que j'ai publié, par exemple, sur YouTube, sur une newsletter, sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok. Mais aussi, est-ce que j'ai eu un moment calme pour moi dans ma journée, tu vois? Est-ce que j'ai médité? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'ai lu, etc. Et donc ça m'aide à m'ancrer un peu plus dans l'instant présent, à fixer des bonnes intentions. Et voilà. Et après, j'ai pas plus de rituels que ça. Comme je te dis, moi, j'ai une vie qui est assez chaotique. C'est-à-dire que mon quotidien, il évolue en fonction des pays où je suis, des challenges que je relève, etc. Donc moi, si tu veux, mon rituel pour travailler mon mental, c'est d'aller relever des challenges à travers le monde, quoi. Parce que ça a lieu de te mettre dans plein de situations différentes dans lesquelles tu dois improviser, t'adapter, développer tes propres méthodes et atteindre le challenge, l'objectif que tu te fixes, quoi. Ouais, mais du coup, ce que j'en retiens, c'est que quand même tu fais du coup de la méditation, en te fixant des défis, finalement c'est ça qui vient nourrir ta motivation. Puis du coup qui te permet aussi d'avoir un objectif. Donc je pense que tu dois visualiser aussi les challenges que tu te donnes. Donc forcément, par le biais de la visualisation, tu dois te les imaginer. Et puis après derrière, finalement tu les concrétises par des actions concrètes en allant directement les réaliser, quoi. Donc tu utilises tout ça, quoi, pour ton mental, quoi. Ouais, carrément. Et je pense d'ailleurs que le pouvoir de la visualisation, il est très sous-estimé, quoi. C'est quelque chose. Moi, je m'en suis servi dans plein de challenges et là même encore, j'ai une grosse conférence qui va arriver, tu vois. Et dès qu'elle est un petit peu, dès qu'elle sera prête à 80%, je vais commencer d'être un boulot de visualisation pour me la faire mentalement plusieurs fois, etc. Tu vois. Donc c'est un très bon outil pour travailler son mental. Ok. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir de la pression, du stress? Ouais. Mais le stress, c'est quelque chose de positif. Moi, j'ai décidé de changer ma vision par rapport au stress, en fait. La plupart des gens essaient de combattre leur stress. Or, le stress, c'est une réaction de ton corps pour t'aider à appréhender la situation. Ça vient de quand on se faisait courser par les lions, si tu veux. Tu commences à stresser. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps va être plus à l'affût, ton cœur va battre plus vite, ça va envoyer plus d'oxygène dans tes organes, etc. Ça va te permettre de courir plus vite, ta vision va se rétrécir. Et donc, en fait, c'est ton corps qui te prépare à cela. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai décidé maintenant d'accepter le stress et de m'en servir comme une arme, si tu veux. Après, il faut différencier le stress de l'anxiété, de l'angoisse, ou pour moi, l'anxiété, tu vois, c'est le stress chronique qui part pas et qu'on n'arrive pas à gérer. Et en tout cas, pas à gérer, parce que gérer, c'est pas le bon mot, mais qu'on n'arrive pas à accepter, du moins. Et l'angoisse, ça va encore plus loin, c'est vraiment la peur de la peur, tu vois. Quand tu deviens angoissé, voilà, t'es même plus dans du stress, t'es dans la peur, quoi. Et donc pour moi, il faut se réconcilier avec le stress. Je pense que c'est quelque chose de positif, qui est bien. D'ailleurs, si tu stresses, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Si tu stresses pas et que tu t'en fous, c'est qu'a priori, t'es pas sur le bon chemin, tu vois. C'est-à-dire que ce que t'es en train de faire, c'est pas le truc le plus important.
Ouais, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. En fait, moi je prends aussi les choses un peu de ce côté-là. Pour moi, le stress, il est, comment dire, c'est un indicateur, en tout cas, qui te permet de te mettre en vigilance et puis de pouvoir aussi moi ça me motive en tout cas. Quand je ressens du stress, ça veut dire que je suis motivé, qu'il y a une échéance qui m'attend et je le prends pas du côté négatif comme tu l'as indiqué toi aussi, quoi. Je pense que c'est aussi pareil, c'est un concept qu'on nous a vendu, le stress, mais souvent on le perçoit plutôt du côté négatif que du côté positif. Alors que c'est positif, encore une fois. Hein. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands, tu vois. Donc, si tu stresses, si t'as peur, c'est que c'est une bonne chose, c'est que t'es dans la bonne direction et c'est un signal pour aller de l'avant. Bon, sauf certaines peurs, évidemment. Il y a des fois où ça, c'est plus de la survie. Mais quand t'enlèves ces quelques occasions-là, généralement, c'est un bon indicateur, ouais. Je voulais revenir avec toi sur un item, sur le regard des autres. Le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû comment dire faire évoluer en tout cas dans le temps avec toutes les expériences que tu as eues? Oui, de ouf. Moi, j'y suis confronté au quotidien, si tu veux, parce que je publie tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc le regard des autres, enfin, j'y suis exposé à fond. Surtout, je cumule près de 120 000 abonnés, donc si tu veux, ça, je commence à... Enfin, rien que sur LinkedIn, par exemple, j'ai fait 10 millions de vues depuis le début de l'année, là, en 3-4 mois. Donc si tu veux, je prends mon lot de haine au passage, etc. Et c'est un sujet qui est vaste. Pour moi, il y a plusieurs manières de le traiter. D'ailleurs, c'est très lié à une des peurs qui est la peur du jugement des autres. Le premier, c'est de se dire, de toute façon, en fait, on pourra pas s'affranchir du regard des autres, de cette validation sociale, parce que c'est ancré dans nos gènes, parce qu'on est des sapiens, c'est que les sapiens ils vivaient en tribu, et que si tu faisais chier tout le monde, t'étais exclu de la tribu, et donc être exclu de la tribu signifiait la mort, parce qu'on n'est pas fait pour survivre seul, si tu veux. Nous sommes des animaux sociaux. Si tu mets un sapiens, c'est un chimpanzé dans la forêt, moi je parie sur le chimpanzé, sauf si le sapiens c'est Mike Horn. Mais ça c'est une autre histoire. Mais donc c'est ça, on peut pas s'affranchir de la validation sociale. Par contre, maintenant, le paradigme a changé. En 2022, tu peux descendre en bas de chez toi et t'as un supermarché, donc t'es plus dans une démarche de survie. Mais du coup, tu peux choisir les gens que tu cherches à impressionner, en fait. Et tu peux te créer ta propre tribu. Et du coup, quand quelqu'un vient m'insulter sur LinkedIn ou sur TikTok, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas cette personne-là que je cherche à impressionner. Si quelqu'un de ma tribu que j'ai choisi vient me dire que ce que j'ai fait, là j'ai déconné, ça va me toucher, tu vois. Mais et inversement, ça va me faire encore plus plaisir s'il me dit ouais, ton post c'était un carton, etc. Trop bien. Parce que ce sont les gens que je cherche à impressionner. Donc c'est ça, c'est choisir sa tribu et si possible choisir une tribu positive de gens qui cherchent pas à te comparer, à te rabaisser, etc. Tu enlèves tous les gens toxiques de ta vie, tu vois. Et après il y a plein d'autres choses. Par exemple, moi quand on m'insulte, moi je pense fondamentalement qu'il y a pas fondamentalement de gens méchants, tu vois. Il y a surtout des gens qui souffrent. Et donc j'éprouve beaucoup plus de compassion aujourd'hui quand quelqu'un fait preuve de haine ou autre, parce que je me dis à quel point cette personne est triste pour écrire ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que quelqu'un de bien dans ses baskets met son énergie au service de ses projets. Et dernier point, c'est la triste réalité, c'est que si tu fais autant attention au jugement des autres, c'est que t'as pas mieux à faire attention, si tu veux. Donc quand t'es animé par une cause qui est plus grande, quand t'es animé par une quête, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, il y a un moment donné où tu t'en fous un peu de ce que pensent les gens et t'y vas quand même, tu vois. Et t'essaies de mettre d'accord tout le monde par tes résultats et par ce que t'es capable d'accomplir, quoi. Donc voilà. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Elizabeth Gilbert qui dit que reconnaître que les réactions des autres ne nous appartiennent pas est la seule manière saine de créer. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase, ça fait une bonne conclusion, je pense, sur ce sujet du jugement des autres, quoi. C'est vrai. On arrive un petit peu du coup vers la fin du podcast. Yes. Si tu devais je sais pas, t'adresser aux auditeurs et leur dire quelque chose qui te tient à cœur, tu leur dirais quoi? Eh ben, on va boucler sur ce qu'on a sur l'ouverture avec les smartphones. Ce serait de se lancer avant d'être prêt, parce que vous serez jamais prêt. Vous trouverez toujours des excuses. Et c'est normal parce que vous suivez des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui ont beaucoup d'expérience, qui font ça depuis des années, qui font des belles vidéos YouTube, des beaux posts LinkedIn, etc. Mais en fait, même PewDiePie qui a 100 millions d'abonnés, il avait, je sais pas, quelques milliers d'abonnés tout juste quand il a fait sa 100e vidéo, quoi. Peut-être 2000 ou 3000, je sais plus. Donc en fait, on sera jamais prêt, on se fera toujours des excuses.
Et la première vidéo YouTube sera nulle, le premier article de blog sera ennuyant, le premier post LinkedIn sera mal rédigé. Mais s'il y a pas le premier, il y aura pas le deuxième, il y aura pas le 100e. Et une fois qu'on a fait le 100e, on commence en fait à un peu mieux comprendre ce qu'on fait. Moi, j'ai mis 2 ans avant de comprendre fondamentalement ce que je faisais, comment gagner de l'argent et comment bien communiquer. Et j'en apprends encore tous les jours. Donc c'est ça, je pense que c'est une bonne conclusion à ce podcast, c'est de se dire, lancez-vous avant d'être prêt, quoi. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Surtout si vous avez un smartphone. bah oui. Merci beaucoup, Ulysse, en tout cas, pour le temps que tu m'as accordé. C'était très, très instructif de parler de ton mental. Et écoute, je te souhaite en tout cas plein de réussite en tout cas dans tes prochains défis, puisque t'en restes quand même pas mal à réaliser. Ouais, 57. Et du coup, bah écoute, on va continuer à te suivre. Est-ce que du coup on peut te suivre où et comment? Il suffit de taper mon prénom et mon nom sur Google, YouTube, LinkedIn, Insta, TikTok, etc. Donc Ulysse Lubin. Voilà, je suis partout. Parfait. T'es partout. Bah écoute, c'est parfait. Ben nous moi je continuerai à suivre tes exploits et puis écoute, je te dis à très vite et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Salut. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.